Bonjour, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un livre spécial qui s'appelle Apprendre à faire l'amour d'Alexandre Lacroix. Je vais vous le montrer, mais il est à l'envers. Je vous remettrai le titre dans la description. J'aimerais vous lire quelques pages, 5 pages, pour vous montrer à quoi il sert, enfin à quoi sert ce livre, entre guillemets. Déjà l'introduction est très bonne, et le reste, enfin c'est juste très intéressant, surtout quand on parle de symptothermie, parce que la symptothermie invite à revoir ses préjugés, ses préavis sur la sexualité, qu'est-ce que c'est que de faire l'amour. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée, parce que je peux recommander ce livre, mais ce genre de débat, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Eh bien écoutez, et dites-moi si ça vous dit, si ça vous tente, si vous allez acheter le livre, parce que je le recommande et que je pense que déjà rien que ces pages donnent envie d'en lire plus. Donc déjà, c'est chapitre 1, le Freud porn, script dominant. Je me mets dans un rôle de théâtral maintenant, c'est un peu compliqué, mais allons-y. Je vous assure, ce sera pas très long. Une erreur très commune à propos de l'acte sexuel est de croire que celui-ci est instinctif, naturel, indépendant des conventions qui régissent d'ordinaire la vie sociale. L'un des principaux apports de la sociologie de la sexualité est la théorie des scripts sexuels, qui a été proposée pour la première fois en 1973 par deux chercheurs, John Gagnon et William Simon, travaillant pour l'Institut Kinsey de Bloomington dans l'Indiana. Cette théorie nous montre que nos comportements sexuels ne sont pas tellement pulsionnels et pas spécialement subversifs non plus, pour la simple raison qu'ils obéissent à une codification sociale très fine. Lorsque nous faisons l'amour, nous n'agissons pas n'importe comment selon l'inspiration du moment, nous nous conformons au contraire à des scénarios ou à des scripts qui ne laissent pas grand-chose au hasard. Ainsi, quand un homme enlève le haut d'une femme, il s'attend à ce qu'elle passe sa main sous son t-shirt ou le lui retire. S'il la gratifie d'un cunilingus, il anticipe que, peu de temps après, elle procédera à une fellation. Il y a toute une série de dons et de contre-dons, de gestes tests aussi. On griffe un peu le dos de l'autre, on tente une caresse dans la région anale, pour comprendre si ça lui plaît ou non, et, selon la manière dont ces caps sont franchis, l'action se poursuit dans telle ou telle direction. Il n'est pas besoin de verbaliser ni de commenter chaque étape, parce que les amants intenses, soit peu expérimentés, comme des acteurs qui n'en sont pas à leur premier rôle, savent implicitement à quel moment du script on se trouve et ce qui vient ensuite. Pour présenter leur théorie, John Gagnon et William Simon avancent un exemple éclairant. Supposons qu'un homme ordinaire de la classe moyenne parte quelques jours en voyage d'affaires, loin de chez lui. Peut-être se sent-il d'humeur volage, peut-être se sent-il à avoir un flirt. Et voilà que, revenu à son hôtel après sa journée de travail, en ouvrant la porte de sa chambre, il découvre une femme nue dans son lit. On peut tout à fait penser que l'excitation sexuelle ne va pas être sa première réaction, remarquent Gagnon et Simon. Une petite minorité d'hommes, ceux qui sont un peu plus paranoïaques que les autres, vont tout d'abord chercher à identifier les signes de la présence de l'avocat de leur femme ou d'un détective privé. La majorité d'entre eux optera tout simplement pour une retraite embarrassée et précipitée. Même de retour dans le couloir et voulant vérifier le numéro de sa chambre, notre homme n'aura pas de réaction sexuelle. Il retournera plus probablement à la réception pour élucider le problème. L'action sexuelle ne va pas être engagée, parce qu'il y a une anomalie dans le script. Il ne devrait pas y avoir de femme nue dans cette chambre. Cela sent le traquenard ou le malentendu. Proposons maintenant une variante de cet exemple. Après avoir dîné en compagnie de son client, notre homme, appelons-le Daniel, rentre à l'hôtel, mais n'a pas envie de monter tout de suite à sa chambre et se dirige vers le bar. Une femme est installée seule au comptoir, elle sirote un verre de vin. Il s'assied sur le tabouret à côté d'elle, engage la conversation. Elle lui apprend qu'elle s'appelle Linda et, au détour d'une phrase anodine, l'informe qu'elle est divorcée depuis 2 ans. Daniel remarque que le verre de Linda est vide et lui propose un autre. Elle accepte. Cette fois, la situation semble bien balisée. Les comportements des protagonistes respectent les codes tacites de la séduction. Vers minuit, Daniel et Linda se retrouvent dans sa chambre, à lui. Il s'allonge sur le lit, se déshabille. Mais Daniel a une initiative imprévue. Il se dirige vers le minibar, attrape un petit pot de confiture et commence à étaler de la confiture de fraises sur le ventre de Linda, autour de son nombril. Elle ne se sent pas très à l'aise, c'est insolite, pourtant ça passe encore. Juste après, il rallume la lumière et, sans un mot d'explication, s'enferme dans la salle de bain pour prendre une douche en chantonnant. Cette fois, il est à parier qu'elle ramassera ses affaires et se repliera vers sa chambre, convaincue d'être tombée sur un détraqué. Ainsi, durant l'acte sexuel, on n'en fait pas qu'à sa tête.
On obéit à des scénarios précis, délimités, dans lesquels certains gestes sont attendus et d'autres déconseillés, voire rédhibitoires. Sans en avoir conscience, nous suivons donc, expliquent Gagnon et Simon, des procédures connues et partagées ou scripts sexuels. Ces chercheurs vont plus loin et distinguent 3 niveaux de script. D'abord, il y a les fantasmes personnels. Daniel aime bien les souvennements et Linda apprécie d'écouter de la musique pendant l'amour. Ce sont là des scripts intrapsychiques. Ensuite, il y a les scripts interpersonnels, ceux qui caractérisent tel couple d'amants, partageant un certain nombre de rituels et de positions favorites, accoutumés à enchaîner les actions selon un ordre connu d'eux seuls. Enfin, il y a les scénarios culturels, qui sont diffusés par le cinéma ou les magazines, ainsi que par les diverses représentations de la sexualité auxquelles nous avons accès. Avoir un rapport sexuel dans un jacuzzi, ou pendant sa nuit de noces, par exemple. Ces 3 dimensions interagissent les unes avec les autres, ce qui explique que nous faisons tous l'amour de façon relativement similaire, avec des petites particularités ou fantaisies d'ici et de là. Maintenant, essayez de visualiser le script le plus répandu, le plus commun, celui que vous allez certainement suivre si vous vous mettez en mode automatique avec un partenaire lambda. D'où vient-il? Comment a-t-il été construit? Comment l'avez-vous appris? Mon hypothèse est que, dans les sociétés occidentales, le script sexuel hégémonique provient d'une conception de la relation sexuelle héritée de Freud, conception reprise et amplifiée par le porno mainstream. C'est pourquoi j'appelle ce script dominant le Freud porn. Dans ces 3 essais, Freud pose un schéma de la relation sexuelle saine et accomplie. Celle-ci débute par les préliminaires. Si vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. Bref, ça c'était moi, pardon. Celle-ci débute par les préliminaires qui servent à provoquer l'excitation. Puis il y a la pénétration de la femme par l'homme. Dans ce texte polémique et daté, Freud présente l'homosexualité comme un genre de perversion. De plus en plus rapide jusqu'à l'éjaculation de l'homme à l'intérieur de la cavité vaginale. Ce schéma a une dimension contrefactuelle. Même si on ne poursuit que le plaisir, on doit faire comme si on visait la procréation, finalité nécessaire, voire noble, et qui justifie l'acte. Il est également à noter que cette progression dans l'acte sexuel ressemble beaucoup au drame classique, tel qu'il a été défini par Aristote dans sa Poétique, avec la succession de séquences dûment organisées. Exposition, nœud de l'intrigue, crise, dénouement. Ce schéma freudien ou cycle sexuel a eu une immense influence sur les recherches ultérieures en sexologie et n'a jamais été fondamentalement remis en cause. Il reste considéré comme la structure de base du rapport normal. Non seulement sa description de la relation sexuelle s'est largement diffusée, mais elle a fourni un outil simple et commode à l'industrie pornographique lorsque celle-ci s'est développée à partir des années 70. Avec des films qu'on range aujourd'hui dans la catégorie de vintage, et qui montrent principalement des couples. Même si ce n'était pas là sa vocation initiale, le schéma préconisé par Freud permet de transformer le moment sexuel en objet cinématographique. Considérons en effet 2 partenaires qui passent une après-midi entière à faire l'amour. Ils s'étreignent dans le lit et sur le canapé, vont et viennent entre la chambre et la cuisine, se rendent parfois dans la salle de bain, marquent des pauses, discutent, se servent un verre, mangent un morceau ou écoutent de la musique. Voilà assurément un passe-temps délicieux de leur point de vue. Mais si vous posez une caméra dans un coin et qu'elle filme la scène, le résultat à l'écran sera ennuyeux et dépourvu d'intérêt pour un spectateur extérieur. La progression envisagée par Freud permet de tendre des actions vers un but, de condenser l'histoire en un scénario immédiatement compréhensible par tous, même s'il est sommaire. La seule dérogation au canevas prescrit par Freud tient au final, car souvent dans les films porno, dont le but est de rendre visible la jouissance, l'homme se retire juste avant de finir et éjacule sur le visage ou le corps de sa partenaire, en prenant un air fiévreux et vaguement ridicule, un peu à la façon d'un cosmonaute qui planterait son drapeau sur la Lune. Autre point commun entre Freud et le porno, tous 2 éclairent crûment la scène sexuelle. Le fondateur de la psychanalyse a été l'un des premiers à oser poser un regard froid et médical sur le coït. Les vidéos porno prolongent cette entreprise démystificatrice en exposant les moindres détails des organes qu'elles mettent en scène. Le script Freud porn, qui domine de nos jours, a plusieurs caractéristiques. D'abord, il est irréversible, c'est-à-dire que le couple qui fait l'amour se trouve embarqué sur un rail. Quand un stade est franchi, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous savez aussi ce que j'en pense. Ensuite, la progression se veut ascensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une gradation d'intensité. Si on l'inscrivait dans un repère cartésien, le niveau d'excitation devrait augmenter en proportion linéaire du temps écoulé, ou peut-être même en hyperbole jusqu'à l'éclipse de l'orgasme qui fait tout retomber.
Ce script vise de toute évidence à l'efficacité. Et, si on le suit à la lettre, comme il n'est guère possible de musarder, de s'octroyer des discrétions ou des pauses, il n'y a pas de doute qu'on parviendra à la résolution assez vite, en quelques minutes, du moins pour l'homme. Savoir si la femme trouve son compte dans un tel scénario n'était manifestement pas une des préoccupations majeures de Freud, et dans le porno standard, seuls les hommes jouissent. Enfin, l'homme a le rôle actif et la femme le rôle passif. Au niveau symbolique et physique, la domination masculine n'est jamais déstabilisée ni renversée. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou pas, le modèle Freud porn nous conditionne. Si nous ne prenons pas le temps d'y réfléchir, si nous ne le soumettons pas à un examen critique, nous aurons tendance à le reproduire assez mécaniquement dans nos ébats, tout en nous étonnant qu'il ne nous procure que des faibles satisfactions vite dissipées. C'est pourquoi je vais m'employer à le déconstruire et à proposer un récit alternatif, une autre manière de vivre l'aventure sexuelle. Alors dites-moi que ça vous donne pas envie. Voilà, surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors bien sûr, je suis désolée, ma lecture n'est pas top. Je ne suis pas quelqu'un, je ne viens pas du théâtre, je ne suis pas dramaturge ni quoi que ce soit. Mais il me semblait important de partager tout ça et malheureusement, c'était beaucoup trop de mots à partager dans la newsletter, donc j'ai fait cette vidéo et surtout si ça vous plaît, dites-le moi. Je ferai peut-être d'autres petits partages d'autres livres que je recommande qui sont absolument fantastiques. Et surtout, je vous invite à réfléchir et à remettre en cause ce que vous savez, ce que vous pensez savoir sur votre sexualité et sur votre corps. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye!